Et normalement, on est live. Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je vous propose d'attendre quelques petites secondes, le temps que tout le monde puisse se connecter et pouvoir commencer l'événement. Je vois que vous êtes déjà nombreux, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être au rendez-vous au fur et à mesure de nos événements. J'ai vu quelques petits pouces. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien et vous nous voyez bien. Et puis, je pense qu'on va pouvoir commencer parce qu'en fait, beaucoup de monde est déjà connecté. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cécile. Je fais partie de l'équipe marketing France chez ABTST depuis maintenant plus d'un an. Donc, je pense qu'on a peut-être eu l'occasion de se croiser sur des événements ou des webinars. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de l'intelligence artificielle et de la manière dont elle peut vous accompagner à chaque étape de votre stratégie d'optimisation de l'expérience client. C'est un webinaire qui est organisé en partenariat avec Convertéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vois que beaucoup de monde nous dit bonjour. Bonjour Julien, bonjour Emmanuel, bonjour Marine. Pour n'en citer que quelques-uns, merci beaucoup de réagir dans le chat. Pour commencer, je voulais juste vous faire un petit topo sur la plateforme pour qu'on puisse partir sur de bonnes bases, même si je vois que vous avez l'air de la maîtriser. Deux onglets vont vous intéresser pendant ce webinaire. En bas à droite, l'onglet chat dans lequel vous nous dites bonjour. Et le second à gauche, l'onglet questions dans lequel je vous invite, s'il vous plaît, à poser toutes vos questions. On y répondra à la fin. Pensez à privilégier cet onglet. C'est plus simple pour nous de les retrouver que dans le chat où il y a beaucoup de messages. Mais par contre, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours d'expérience parce qu'on est là pour partager et mettre en commun finalement ce qu'on connaît sur l'intelligence artificielle. Donc, nous, on va vous dire ce qu'on en sait, mais on a aussi envie de savoir ce que vous en savez ou ce que vous avez à dire. Donc, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience dans le chat. Et voilà, j'ai assez parlé. Je vais laisser la main à nos deux experts. Donc, nous avons Pierre-Adrien, qui est Lead Analytics and Conversion chez Convertéo. Bienvenue Pierre-Adrien et merci. Et nous avons Jean-Yves, qui est Chief Product Officer chez ABTST. Donc, merci aussi Jean-Yves pour ta participation à ce webinaire. Donc voilà, je laisse la main à nos experts. On se retrouve au moment des questions. Et pour Maud qui nous demande la durée du webinaire, ce sera environ 30 à 35 minutes. Merci beaucoup et on se dit à tout de suite. Merci Cécile, merci beaucoup. On va rentrer dans le vif du sujet avec mon compère Pierre-Adrien. On va commencer par l'IA, où en est-on? Sauf si vous étiez dans une cabane au fond de la forêt canadienne, vous avez certainement entendu parler d'IA générative dans les précédents mois. Il y a tout juste un an, ChatGPT naissait. Il a bousculé beaucoup et les usages et la façon dont on utilise l'IA au quotidien. Mais je voulais revenir un petit peu sur l'histoire de l'IA pour juste donner 2 points. Un, c'est un sujet qui est là depuis très longtemps, dans les années 50, avec Alan Turing, John McCarthy, qui a vraiment lancé l'ère des machines pensantes. Et puis après il y a eu les années 50, 60, 70, 80 où ça a été un peu plus plat, on a eu beaucoup d'avancées mais beaucoup de contraintes financières et peu de financement de l'IA, avec dès les années 90-2000 des avancées significatives, notamment sur plutôt le machine learning. On se rappelle peut-être tous, moi j'étais petit mais j'étais encore jeune, je veux dire, mais en 97, Big Blue qui bat Garry Kasparov aux échecs, ça a toujours resté dans les mémoires de tout le monde. Donc vraiment, les années 90-2000, la renaissance de l'IA, le refinancement de toute cette activité-là. Et puis, depuis les années 2000, on va dire, on est rentré dans l'ère moderne de l'IA avec notamment les avancées autour du deep learning, les réseaux de neurones, et beaucoup de financement, beaucoup d'initiatives technologiques. Et on se rappelle en 2016 l'événement où le champion que je ne connaissais pas du jeu Go qui se fait battre par l'IA de DeepMind. Et donc, voilà, on a beaucoup de choses. Et finalement, c'était rentré un peu, le buzzword de l'IA était rentré un peu dans les buzzwords marketing, et puis on n'y prêtait pas beaucoup attention. Mais depuis un an, finalement, on voit que l'intérêt dans l'IA, et notamment l'IA générative,
elle a vraiment relancé le sujet et on voit beaucoup de choses avancer et c'est génial et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, l'IA dans nos métiers, on l'a vu, comme je le disais, ça existe depuis longtemps et on voit beaucoup d'IA dans les outils marketing. On l'a beaucoup vu pour ceux qui sont dans le marketing depuis plus de 10-15 ans. On l'a beaucoup vu autour de la segmentation comportementale, les modèles prédictifs. On l'a énormément vu sur ces aspects-là, donc dans les outils directement intégrés dans les solutions. On connaît Marketo, Looker, Content Square, Piano et dans A/B Testy aussi. Alors, il y a aussi un point intéressant, c'est que dans l'ère du cloud, on a beaucoup aussi d'initiatives venant des grands noms de la tech, et notamment donc Microsoft, Amazon et Google, qui donc lancent leur propre plateforme d'IA et qui vont finalement aider toutes les entreprises à adresser ce sujet-là. Il y a une étude récente de Forrester qui a été relayée par un analyste, Thomas Husson, qui est basé en France, qui est chez Forrester, et qui, dans le forum de l'Alliance Digitale, a dit, en gros, a montré une slide dans laquelle il y avait en gros 50% des grandes entreprises qui vont expérimenter sur l'IA générative pour 3 raisons. Accélérer le time to market, la productivité et la créativité. Et on va voir quelques exemples concrets après. Accéder à des insights clients très pertinents et plus faciles à accéder qu'au travers d'analyses très complexes grâce à l'IA générative en l'occurrence. Et puis améliorer la personnalisation et les expériences clients. Donc, il y a vraiment beaucoup de leviers qu'on va retrouver dans les outils, mais sur lesquels vous pourrez aussi vous baser sur les grosses plateformes pour venir nourrir vos projets d'IA chez vous. Je te laisse la main, Pierre. Ouais, merci Jean-Yves. Et nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment chez Converteo, c'est qu'on va avoir des use cases d'IA qui vont commencer à apparaître dans tous les métiers, médias, CRM, Customer Service, Insight, globalement pour apporter de la productivité partout. Et là, aujourd'hui, ce sur quoi on va faire le focus, c'est sur la partie Digital Experience, et notamment comment, au sein de toutes les étapes d'un projet d'A/B test, donc on va partir de l'identification de besoins, l'idéation, ciblage, développement des tests, recettes, analyse avancée, comment l'IA, de façon appliquée, concrète, permet de nous faire gagner soit du temps, soit nous aider à l'analyse, soit de nous aider à la prise de décision. Et donc, on va vous présenter, je crois, 7-8 use cases qui vont illustrer tout ça, et on l'espère qui vous permettront de vous donner des idées, de vous ouvrir l'esprit. Et pareil, si également vous faites déjà des choses, n'hésitez pas bien sûr à nous le dire dans le chat, si ça peut aider A/B Testy, si nous aussi ça peut nous donner des idées, on est preneur de tout partage. Donc d'abord, si on prend la partie identification des besoins, là je vais illustrer avec un use case assez basique. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si on prend une IA générative comme ChatGPT, c'est super fort pour la rédaction. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé d'être un peu, avoir du mal à rédiger des briefs, des choses comme ça. Mais si maintenant on prend des exemples de fiches persona et qu'en input, on a commencé à mettre les données issues de nos études, on va pouvoir lui dire derrière, rédige-moi ça de telle façon, de façon concise, etc. Et donc, très concrètement, ça va fluidifier toutes les relations avec les équipes marketing. Tout ça pour dire aujourd'hui que si vous n'utilisez pas les IA-gènes pour vous aider dans la rédaction, je pense que vous passez à côté de quelque chose, parce que c'est vraiment un levier de gain de temps et de gain derrière de communication et de partage avec les autres équipes qui est hyper intéressant et réel. Donc là-dessus, utilisez-le. Ensuite, le deuxième aspect et le deuxième use case qui va être un peu plus haut niveau, c'est en fait que toutes les briques d'IA, et notamment les briques d'IA qu'on va retrouver dans tous les clouds type Google, Amazon, vont avoir des capacités extrêmement élevées quand il s'agit de faire du retraitement de texte, notamment de l'analyse de verbatim, pour derrière classer ces verbatim, notamment faire de l'analyse de sentiments et de l'analyse sémantique. Nous, ce qu'on va faire à Converteo dans une offre qui s'appelle Synomia, c'est que, par exemple, on va travailler pour un client pour lequel on va prendre des besoins. Par exemple, je suis un client opérateur téléphonique et je veux savoir comment les gens me perçoivent sur la partie reconditionnée. Du coup, on va récupérer tous les verbatims issus des études clients, sources internes, ou les verbatims qu'on va retrouver sur Internet. On va les classifier, les classer à l'aune de qu'est-ce que pensent les gens sur le reconditionné. Et à partir de ça, notre travail sera de s'assurer que
toutes les données sont bien ingérées, derrière, de construire une analyse qui soit pertinente, fine et qui délivre des insights. Donc, en disant ça, ce que je vous dis, c'est que c'est des études qui vont malheureusement prendre du temps et qui ne sont pas qui sont reproductibles, mais qui demandent des efforts. Par contre, c'est des études qui étaient compliquées à faire il y a quelques années et maintenant, c'est largement possible de prendre 1000 verbatim, de les classer en quelques jours, quelques semaines. Et ça, c'est quand même super, super pertinent d'avoir ça à notre disposition. Et je suis désolé, je vois que dans le chat, il y a quelques problèmes de son. Dans tous les cas, ce sera dispo en replay et sinon, si je vous conseille d'utiliser la technique, d'essayer de rafraîchir et d'activer les notifications. Si ça ne marche pas, ce sera en replay que vous nous retrouverez. Et désolé pour le désagrément. Donc, si je continue sur d'autres use cases, et notamment ce sera ceux qui vont être présentés par Jean-Yves, c'est qu'on va avoir, pareil, de l'IA qui va nous insuffler et nous aider sur toutes les étapes de ciblage, de priorisation, d'idéation. Et donc là-dessus, je te laisse la main, Jean-Yves. Oui, merci Pierre-Adrien. Effectivement, alors sur la création d'hypothèses d'amélioration, donc toute cette étape qui est quand même une étape assez clé autour du ciblage, du targeting. En gros, quel contenu à qui est-ce qu'il s'adresse, surtout à qui il s'adresse. On va retrouver la création d'hypothèses. Donc les créations d'hypothèses, elles peuvent être basées sur les insights justement qui ont été soulevés par les outils dans lesquels cette info est disponible. Je pense à Content Square, je pense à tous ces outils-là. Et puis, on va le retrouver aussi, comme tu le disais, dans les verbatim. On a travaillé aussi, nous, dans un projet avec une boîte qui fait du chat, très connue en France, en l'occurrence iAdvise, pour essayer justement de synthétiser ces verbatim, essayer de driver des hypothèses de travail. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est compliqué, c'est pas évident, donc on est encore dedans, mais globalement, on a quand même réussi à sortir des axes d'amélioration, surtout autour de l'expérience utilisateur, de pain points qui sont finalement synthétisés au travers des verbatim qui reviennent par le chat, en l'occurrence. Donc ça, ce sont des choses assez simples à faire. Et puis après, effectivement, il y a toute la segmentation et la génération de contenu personnalisé. On va rentrer dans les détails. Je te laisse sur le cas, sur la partie idéation. Ouais, sur la partie idéation, par exemple, un petit cas léger qui peut être fait. Si vous sentez un moment que vous voulez soit jouer avec l'IA, soit vous manquez d'idées dans votre processus pour trouver des hypothèses d'A/B test, des petits tests très faciles, c'est que vous allez dans ChatGPT, par exemple, vous lui déclarez en pré-prompt auparavant différentes lois UX, type il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 éléments sur cette page, il faut qu'il y ait des distances entre tel et tel bouton. Et vu que, par exemple, sur ChatGPT 4, vous avez la capacité d'importer des screenshots ou alors de le faire crawler, et vous allez importer le screenshot, vous allez lui dire, OK, selon toutes ces lois UX, qu'est-ce que tu penses de mon site? Derrière, il va nous dire, là, je pense que c'est un peu surchargé, etc., ce qui pourra derrière nous donner des exemples de tests. À droite, ce qu'on s'est amusé à faire, par exemple, c'est si on lui soumet à gauche une variante d'un panier de bananes et à droite une autre variante, on va lui injecter les deux screenshots, on va lui dire quelles sont les différences entre ces screenshots, rédige-moi derrière le ticket de spécification. Ça, pareil, il va très bien le faire en disant, là, il y a un bouton afficher le prix qui a remplacé le prix. Et donc, derrière, ça pourra nous permettre notamment de donner quasiment un ticket tout fait à nos équipes de développement. Encore une fois, un gain de temps. Et derrière, des choses très sympas à faire via l'injection de screenshot et la lecture d'images. Donc, c'est des petits cas assez sympas. Maintenant, on va vous présenter aussi d'autres choses, et notamment côté Jean-Yves, qui existent déjà dans A/B testing, voire vont apparaître. Donc, je lui laisse la parole. Complètement. Je confirme que dans mon équipe, les product managers ont pris le pas très vite de l'IA pour générer les user stories et pour leur faciliter leur travail au quotidien. Beaucoup l'utilisent. Il y a les slides. Oui, puisque Cécile est en train de passer. Il y a une vidéo. Voilà, une petite vidéo qui montre donc un des cas pour revenir sur la partie contenu. Donc, on a été pas mal sollicité dans les derniers mois par nos clients. En l'occurrence, ici, un grand acteur, on va l'appeler le Amazon français, même si ça leur plaira peut-être pas, mais une marketplace très connue dans laquelle on va trouver une multitude de produits. Et le besoin, ils ont tapé à notre porte pour adresser un des besoins qu'ils avaient depuis longtemps et sur lequel ils voulaient investir. C'était évidemment
manque de capacité à pouvoir générer des tableaux de comparaison sur certains types de produits, certaines catégories de produits. Ils ont pléthore d'outils autour de la restructuration, l'augmentation, la valorisation de leur catalogue de produits. Mais en règle générale, ils se trouvent toujours confrontés à des problématiques de comparaison sur certains types de produits où on n'a pas toujours les mêmes informations, les mêmes données, soit sur les tailles des produits, sur les couleurs, sur un certain nombre de choses comme ça. Et donc, ils nous ont sollicité pour qu'on travaille avec eux sur la capacité à générer un tableau de comparaison en utilisant l'IA générative, en l'occurrence ici ChatGPT. Et donc, on a lancé une campagne d'A/B test avec un nouveau module de comparaison qu'on voit ici, où on peut cocher 2 machines à laver, les comparer. Et là, le petit loader, là, le petit chargement va solliciter l'IA générative pour le nourrir des informations des produits, pour générer le HTML du tableau de comparaison qui derrière va être repris par le front, par l'interface et l'afficher. Donc là, on utilise vraiment l'IA générative pour agréger, synthétiser et augmenter dans les cas l'information pour venir générer le tableau de comparaison. Donc après, en termes de résultats, ça n'a pas été aussi probant que prévu. On a quand même des ajouts au panier qui ont été supérieurs à ce qu'ils observent sur des pages de recherche assez similaires. Pas de gros effets sur le taux de conversion, mais globalement, pour les personnes qui étaient prêtes à acheter et qui passent par ces tableaux de comparaison, un ajout au panier supérieur. Et puis d'autre part, en tant qu'A/B testi et eux en tant que e-commerçants dans le retail, on a tous les deux aussi appris à adopter ChatGPT, à adopter les temps de chargement assez longs. On a beaucoup itéré sur les temps de chargement parce qu'on s'aperçoit que l'API ne répond pas forcément dans des temps qui sont bonnes pour l'expérience utilisateur sur un site en temps réel. Donc, on a beaucoup itéré pour arriver au descendre quasiment de 10 secondes de taux de réponse à moins d'1 seconde. Donc, beaucoup d'itérations, de mise en cache, utilisation de recettes front pour aller fournir quelque chose de très performant. Et donc, vraiment, quelque chose sur lequel on a beaucoup appris. Et ce tableau de comparaison a été déployé sur l'ensemble des catégories produits par ce client-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fournit un peu clé en main avec une approche service professionnel parce on découvre encore beaucoup de choses. On verra dans le futur pour le productiser, mais globalement, très, très positif. On revient sur la presse, effectivement. Donc là, on a vu la partie idéation, la partie contenu, finalement, ou capacité à utiliser l'IA générative pour tout ce qui est production de contenu ou augmentation des contenus, notamment dans les tableaux de comparaison. Et je voulais évoquer aussi, effectivement, le ciblage. Alors, le ciblage, comme je le disais dans l'intro, le ciblage sur l'IA dans le ciblage existe depuis assez longtemps. Nous, on a travaillé avec une entreprise depuis très longtemps sur l'identification des besoins émotionnels, puisqu'en fait, quand on regarde les parcours utilisateurs et toutes les analyses qui sont faites, on a tendance vraiment à se focaliser sur plutôt les décisions rationnelles, les données démographiques, la donnée froide, on va dire, de nos clients, de nos utilisateurs. Or, quand on regarde les études, notamment une étude de Gerald Zaltman, qui est un psychologue américain, professeur à Harvard, qui a beaucoup documenté ça, qui a fait beaucoup d'études sur ce sujet-là, ces travaux ont montré que, en gros, 95% d'une prise de décision est gérée émotionnellement par notre cerveau. Alors, on la justifie tout le temps a posteriori par des raisons rationnelles en tant que bon humain, mais en réalité, quand on regarde ces études, on peut taper dans Google Gerald Zaltman, études sur les émotions. Vous verrez ces études et ces bouquins. Et donc, en gros, il dit 95% d'une prise de décision est gérée émotionnellement. Et donc, finalement, on a d'un côté, on va dire, beaucoup de marketeurs qui se focalisent sur le côté rationnel, finalement, qui loupent tout un pan de la prise de décision qui est en particulier émotionnelle. Sachant que un achat en ligne, c'est une situation au cours de laquelle, en fait, on prend plein de micro-décisions. C'est pas un parcours complet. Donc, encore une fois, souvent, on est bloqué par le fait « ouais, mais je vais pas personnaliser mon site complètement sur des micro-segments ». Non, l'idée, c'est d'aller à l'essentiel sur les segments qui ont le plus d'impact sur les chiffres, sur le taux de conversion, sur l'achat, et ensuite d'aller
effectivement faire des micros ajustements sur ces segments. Voilà, donc cet algorithme qui maintenant fait partie d'A/B Testy, Emotions AI, il s'appelle, va catégoriser deux types d'utilisateurs, des émotionnels et des intuitifs. On va ensuite emmener une préconfiguration de 10 segments, 10 sous-segments, 5 dans chaque catégorie, 5 dans les rationnels, 5 dans les intuitifs, dans lesquels on va retrouver des types de personnes pour lesquelles on est capable d'identifier en moins de 30 secondes leur comportement, donc leurs besoins primaires émotionnels. Ces besoins et ces émotions, elles peuvent changer au fil du temps, mais le besoin primaire va toujours rester plus ou moins le même. Donc, les gens qui ont besoin de compétition, les gens qui ont besoin de sécurité, les gens qui ont besoin de compréhension restent dans cette catégorie, même si de manière temporaire, ils peuvent changer de segment, ils ont quand même un besoin primaire. Donc, on est capable, en moins de 30 secondes, et basé sur beaucoup de données que je détaillerai après, de déterminer dans quelle catégorie se trouvent ces visiteurs et donc d'aller, par exemple, adresser un message de preuve sociale, de social proof, tant de personnes voient ce contenu en ce moment, voient ce produit en ce moment, par exemple, à des gens qui ont besoin de compétition et contrairement à l'enlever peut-être pour ceux qui en ont moins besoin. Donc, c'est vraiment un algorithme qui est clé en main, complètement intégré dans la solution A/B Testy et qui va vous permettre d'être plus pertinent pour adresser ce type de profil. Cette donnée, elle est évidemment basée sur des années de recherche et développement, notamment sur des tests en laboratoire, sur l'analyse de la rétine, du mouvement des yeux, du scroll, aussi des caractéristiques du device, des tonnes de caractéristiques qui ont été prises en compte et on continue à améliorer cet algorithme au quotidien. Donc, en résumé, Emotions AI, et notamment cette logique de mieux segmenter dans cette étape-là, c'est plus de variations gagnantes pour analyser a posteriori les campagnes sous le prisme de chacun de ces segments émotionnels et pouvoir identifier que pour les gens qui ont besoin de compétition, et bien évidemment, on va potentiellement avoir plus d'uplift sur la campagne et puis sur ceux qui ont peut-être moins besoin de plus de réassurance, identifier peut-être un levier d'amélioration, donc générer une nouvelle hypothèse de travail pour plus tard. Et puis d'un autre côté, cet algorithme et cette IA va vous permettre de détecter de nouvelles opportunités de personnalisation pour améliorer le parcours sur ces micro-décisions. Encore une fois, ce sont des micro-améliorations qui vont au final améliorer l'ensemble des parcours. Et pour terminer sur ce sujet-là, je voulais donner un cas d'étude, donc le cas de notre client La Redoute, sur lequel on a travaillé depuis des années avec l'algorithme Emotions AI. Ils ont fait un test assez simple. Vous voyez sur la petite carte ici, la carte produit avec le message de social proof, de preuve sociale. Faites vite, article ajouté quand il faut au panier. Donc ça, c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre avec la solution A/B Testy et nos widgets. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. C'est qu'un, c'est facile à mettre en œuvre. Et deux, ils se sont focalisés sur deux besoins primaires et deux segments émotionnels ici, pas sur les 10. Ils ont adressé d'abord les gens qui avaient besoin de compétition sur lequel ils ont pu identifier 9% de ventes supplémentaires. En revanche, ils ont aussi appris que lorsque on met en avant ce message sur des gens qui ont besoin de sécurité, eh bien là, on est dans le ratio inverse, c'est-à-dire qu'on diminue les ventes et que donc, il vaut mieux se focaliser uniquement sur les gens qui ont besoin de compétition pour s'éviter de dégrader le taux de conversion et les ventes au global. Et donc, voilà, cet apprentissage, cette campagne-là, elle est là depuis 3 ans. Et donc, elle draine beaucoup de chiffre d'affaires. On a pléthore de cas dans le monde de l'assurance, dans le monde du retail, dans le monde de la beauté, etc. Il y a beaucoup de cas clients. Donc, je vous invite à vous coordonner avec quelqu'un de chez A/B Testy si vous voulez en savoir plus sur Emotions AI. Voilà le volet plus segmentation. Et comme je le mentionnais tout à l'heure sur le cas de notre client du retail et du tableau de comparaison, on a aussi dans nos cartons, on est en train d'étudier ça de très près, on est en phase de prototypage sur une nouvelle fonctionnalité qui arrivera aussi dans quelques mois à l'été, qui va être une fonctionnalité nativement intégrée dans l'éditeur visuel, dans lequel on va pouvoir faire appel à un copilote
donc à l'IA générative sous la forme d'un copilote, sachant que le pilote reste vous, les CRM managers, les utilisateurs. Et donc, elle va permettre deux choses. Cette IA, elle va vous permettre d'avoir non pas un chat GPT-like, mais une IA un peu plus formée aux bonnes pratiques et donc vous aider à vous guider vers la bonne stratégie. Donc, typiquement, vous allez pouvoir lui demander qu'est-ce que je peux faire sur cette page, comme l'exemple que montrait Pierre-Adrien tout à l'heure avec les bananes, et donc de vous recommander finalement, au regard de l'expérience utilisateur de votre site, des hypothèses de travail. Elle va vous permettre aussi de vous recommander des widgets et des stratégies à utiliser pour améliorer, par exemple, sur un sous-segment et un segment émotionnel. Si vous avez EmotionDA, elle va vous recommander le contenu qui va bien avec le bon segment. Et elle va vous permettre aussi de générer du contenu au sens où, par exemple, vous allez avoir une description, un titre, et vous allez pouvoir utiliser l'IA générative pour décliner ce titre-là pour les différents segments d'audience auxquels vous voulez vous adresser, sans avoir la difficulté de créer des contenus. Et donc, cette peur de la page blanche qu'on a tous, qui fait qu'à un moment donné, on bute un peu sur la déclinaison des contenus, notamment des contenus textes. Donc, cette IA va vous permettre vraiment d'aller plus loin et de générer des contenus beaucoup plus vite. Voilà. Et je te repasse la main. Ouais. Et moi, ce que je veux rajouter, c'est que pour l'instant, on a parlé beaucoup d'IAGène autour du texte, etc. Il y a aussi toutes les capacités à générer des images qui peuvent être exploitées et qui vont pouvoir un peu ouvrir le champ des possibles. Nous, par exemple, on a commencé à faire des POC assez sympas en interne, où on va s'appuyer sur stability.ai, donc ce qui est les modèles Stable Diffusion pour générer des images. Ou par exemple, on prend le cas, on a une fourniture, exemple un canapé. On demande au visiteur d'ajouter son contexte, c'est-à-dire par exemple son salon, et ben directement, on va avoir une génération d'une combinaison des deux images qui pourra par exemple lui être poussée sur son parcours pour par exemple l'engager encore plus dans son achat. Et peut-être demain, on pourra aussi imaginer des cas où on se dit « Ok, j'ai identifié que ce client sur mon site d'ameublement aime plutôt ce qui est épuré, alors je vais lui pousser tous mes produits dans un contexte de salon épuré. » Bah voilà, c'est le genre de choses qu'on aurait peu ou pas pu imaginer il y a quelques temps et qui en fait va pouvoir être une réalité d'ici quelques mois, quelques années. C'est vraiment assez sympa. Et donc voilà, là-dessus, si ça peut vous permettre de vous donner des idées. Sachant qu'aujourd'hui, les limites de l'IA générative sur la partie image, c'est qu'on a du mal à reproduire des choses de façon fiable et stable et en temps réel. Mais là-dessus, pareil, les progrès ils sont immenses et on commence déjà à y arriver sur les derniers modèles de Stable Diffusion. Donc, c'est très prometteur tout ça. Donc, voilà. Et on va passer sur un troisième cas dans nos projets de test, c'est sur la partie développement et retourner cette fois un peu à la partie code. C'est que là, je vais vous dire quelque chose de très concret, c'est que si on prend tous nos consultants aujourd'hui qui vont faire des tests et rédiger des tests et des bouts de code, ils vont utiliser ChatGPT à un moment parce que tout simplement, on ne maîtrise pas toutes les classes CSS, on les oublie. Toutes les fonctions insert before, etc., on a tendance à oublier le nombre d'arguments qu'ils doivent prendre, etc. Donc, en fait, très concrètement, aujourd'hui, si on va dans ChatGPT et qu'on lui dit voilà mon site et qu'on lui en plus injecte les fichiers, notre HTML actuel, notre CSS, et qu'on va lui dire je veux insérer tel élément sous tel format et je veux que tu me fasses ça en respectant mon HTML et mon CSS actuel, il va nous faire une proposition qui sera à peu près correcte, voire très correcte, mais dans tous les cas, qui sera une super base de discussion derrière pour échanger avec nos dev front et leur proposer une base de code et dans tous les cas, du coup, améliorer nos relations plutôt que simplement donner à un dev une maquette faite sous Figma et en lui disant vas-y, débrouille-toi, sors-moi le test. En fait, ça permet vraiment d'élever le niveau de discours, en plus de gagner en productivité. Et ça, on le voit vraiment très concrètement aujourd'hui. Et c'est vraiment sympa. Et un test qui mettrait, par exemple, 20 minutes, 30 minutes à faire, aujourd'hui, on est capable de le sortir dans les grandes lignes en 5 minutes. Et là-dessus, je trouve que c'est une belle valeur. Et ce qu'on attend, vas-y. Je vais te le donner, c'est qu'en fait, on attend aussi que ça apparaisse dans les outils d'AB test, en fait. Oui, complètement. Alors, effectivement, tu mentionnais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ChatGPT est un peu le nouveau Stack Overflow,
le nouvel outil pour les développeurs pour aller chercher une base de code, hein, parce que comme toute personne qui est dans la production de contenu ou de code, ben, finalement, on a un peu cette peur de la page blanche. Donc, démarrer quelque chose, c'est toujours bien. Puis, on voit les initiatives autour de GitHub Copilot, etc., sur lesquelles il y a une avancée phénoménale. Alors, comme tu le dis, sur la génération de code, on a vu que dans notre éditeur visuel, on allait aider à produire des contenus. On a joué aussi avec la production de code. Et notre product manager, Goulwen, aussi a joué avec ça et s'est dit, tiens, je vais lui faire produire du code. Bon, il se trouve que sur le code produit, on a aussi des contraintes assez fortes sur l'optimisation et sur les sites web, c'est la performance, sécurité et performance. Et donc, ici, sur cet exemple, on a demandé à l'IA de nous générer une petite pluie d'étoiles sur le titre majeur, là, sur le grand titre. Il s'est exécuté, il a fait le code, on l'a collé, le code a généré les étoiles et tout allait bien, sauf que ça faisait appel à une librairie externe. Et donc, cette librairie externe, elle mettait quand même un certain temps à se charger. Donc, on a pris le parti chez ABTST, effectivement, de pouvoir générer du code, mais de surentraîner l'IA au regard des exemples de code et des bonnes pratiques de code que nos équipes services professionnels ou nos développeurs vont pouvoir injecter dans l'IA. Donc, c'est pas de l'IA générative brute, ça sera de l'IA générative avec un niveau d'entraînement qui sera spécifique au CRO, spécifique aux logiques des sites web et de performance, en l'occurrence, pour s'éviter justement toutes ces librairies externes et en gros pouvoir générer du code sur lequel un développeur front pourra mettre son tampon, voire le valider complètement dès le départ. Donc ça, c'est des choses qu'on teste aussi aujourd'hui et qui vont arriver dans notre éditeur de code et dans notre éditeur visuel dans les mois qui viennent. Voilà. Et puis donc, tu avais un exemple aussi sur le développement et le paramétrage des tests sur cette phase critique aussi. Ouais, c'est encore une fois une incitation au rêve, c'est que demain, on se dit peut-être qu'en fait, on aura un Graal où directement on sera capable, depuis un exemple, voire de prototype, de générer directement le code. Et en fait, là-dessus, il y a déjà des projets qui existent, notamment sur GitHub. Là, j'ai pris l'exemple d'un projet qui s'appelle TLDraw, où en fait, à gauche, je dessine une maquette qui est voilà, une petite popine, inscrivez-vous à ma newsletter Filter IA by Converteo. Et en fait, automatiquement, cette maquette est réinterprétée via l'API Vision d'OpenAI pour générer le code en Tailwind, en l'occurrence. Et directement, le code, ça nous donne l'exemple à droite. Quand je l'ai ingéré, ça nous donne ça. Donc, vous voyez, entre la maquette de gauche et la réalité de droite, il y a quelques écarts. De plus, ça ne respecte pas forcément les standards de code qui seront utilisés sur le site en question dans lequel on voudra injecter notre popine. Mais déjà, de se dire que là, aujourd'hui, en faisant une maquette en 5 minutes, on est capable de sortir un bout de code, je trouve que c'est déjà ultra prometteur. Et pareil, demain, en rajoutant le contexte qui sera voilà mon site, voilà mon code, voilà mon CSS, je pense qu'on arrivera vraiment à réduire en fait le time to market de la création d'un test depuis une maquette de façon assez faramineuse. Et donc, ce qui nous donnera la capacité de faire beaucoup plus de tests. Et là-dessus, c'est ultra prometteur. Donc, j'espère que ça vous inspire. Un nouveau cas où on va voir que l'IAGEN va pouvoir nous donner un coup de main, c'est sur la partie recette. Également, parce qu'en fait, aujourd'hui, la seule façon de vérifier que des tests se comportent comme on espère qu'ils se comportent, c'est d'aller nous-mêmes dans la console, de faire notre scénario et de le refaire à intervalles réguliers en vérifiant que tout va bien. Sauf que là où l'IAGEN peut être très forte, c'est notamment pour adapter un code à un contexte. Par exemple, si aujourd'hui je génère un scénario de test que moi j'ai fait dans Chrome et que j'ai enregistré et exporté dans Puppeteer, qui est du coup un crawler open source, je vais pouvoir lui dire, OK, maintenant que j'ai fait ça, moi étant assez débutant et ne connaissant pas toutes les routines Puppeteer, je vais vouloir que tu, à chaque chargement de page, me fasses un console log avec l'état de mon test ABTST, vérifier que ce sont les bonnes valeurs. Quand j'ai fait mes clics, et vérifier que ce sont les bonnes valeurs, etc. Et derrière, je vais en fait exporter ce scénario, directement le générer le code que je vais pouvoir exécuter, mettons, dans un outil comme VS Code. Et en fait, en quelques lignes de code, je vais pouvoir, via un crawler personnalisé, en fait, vérifier que tous mes scénarios de test sont toujours live
sans avoir à chaque fois à me refaire les 4 pages, les 4 variations. Et en fait, pareil, là-dessus, on en arrive à, pour des gens qui ne sont pas des experts en génération et en création de crawlers, à pouvoir être en capacité de le faire pour un temps extrêmement réduit. Et là-dessus, pareil, je trouve ça hyper prometteur. Enfin, un cas, je sais que certains attendent, qui est, est-ce que demain, l'IAGEN nous permettra de faire nos analyses de façon fluide, rapide et nous faire gagner un temps incroyable? Là-dessus, on a fait pas mal de tests et la réponse, ça va être assez déceptive. C'est qu'aujourd'hui, je dirais qu'on est plutôt à non. Et je vous ai montré un petit screenshot en haut, c'est que nous, on s'est amusé, par exemple, à faire des prompts en disant, en lui fournissant des résultats de données de test, en lui disant, OK, qu'en penses-tu, analyse-moi ça, etc. À la fin, on en arrivait, notamment dans ChatGPT, à nous dire, en conclusion, les données suggèrent qu'il y a une relation significative entre le nombre de visites et le nombre d'achats dans le contexte de ces tests AB. Super, on est super bien avancé. Et on a vu en fait que en faisant beaucoup de prompts, on arrivait à quelque chose en lui disant je veux faire la division de telle colonne, que tu m'analyses la variation de ce test sous tel modèle statistique. On arrivait à des choses, mais ça demandait énormément d'efforts. Donc pour l'instant, on n'y était pas. Par contre, la réalité, c'est que oui, si vous êtes en capacité de fournir des modèles de données extrêmement structurés qui se répètent en respectant les mêmes structures avec des prompts que vous avez extrêmement bien préparés, ou alors via des modèles plus classiques de deep learning, vous êtes capable aujourd'hui de faire des analyses très fines, de bien estimer l'incrémental généré sur vos tests. Mais en tout cas, on n'est pas encore remplacé en termes d'analystes. Maintenant, de mon point de vue, ce qu'on attend, c'est quand même que les outils et les solutions type A/B Testy, qui eux ont la capacité à fournir de la donnée structurée sur les analyses d'A/B test, nous aident quand même dans le futur et nous mâchent un maximum le travail. Et là-dessus, je pense que tu as quelques petits mots à nous dire aussi, Jean-Yves. Très bonne transition, merci. Effectivement, on a travaillé depuis quelques mois et tu le disais, le challenge, il est vraiment de nourrir de la donnée structurée et très souvent aussi d'avoir systématiquement l'hypothèse de départ, parce que l'hypothèse de départ va aussi aider l'IA à savoir si finalement l'hypothèse elle est validée ou invalidée. Donc tout ça part du principe que l'hypothèse est remplie, que la donnée est hyper structurée, voire même que la finalité, au-delà de l'analyse, elle est aussi remplie. C'est-à-dire, est-ce que ma campagne a rempli son objectif? Est-ce que finalement j'ai appris ou j'ai gagné, etc. Donc on a structuré tout ça. Et effectivement, on est arrivé avec une première version de ce qu'on appelle le copilote sur les rapports. Et donc, comme tu le disais, il n'a pas vocation à remplacer un analyste, mais donner toujours un peu plus de pré-mâchage de billes pour commencer une analyse ou au moins se diriger vers les bons indicateurs. Donc, ce petit module qui est en cours de développement arrivera en début d'année 2024, va permettre une pré-analyse pour aller expliquer quel est le KPI, quelle est la variation gagnante, quel est le KPI qu'il faut regarder. Et évidemment, on a beaucoup d'ambition pour ce module-là, notamment pour aller identifier le sous-segment ou le segment qui a le mieux performé, aller permettre aussi une analyse un peu plus fine sur l'ensemble des KPI et des effets collatéraux, parce que souvent on regarde des KPI et on s'aperçoit qu'il y a peut-être un autre indicateur, notamment on regarde le taux de conversion et finalement c'est le montant du panier qui a augmenté. Donc arriver vraiment à rediriger l'attention sur ce qui a du sens et enlever le bruit, parce qu'aujourd'hui, les biais et le bruit. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce copilote. Et on imagine dans le futur que, puisqu'on a déjà initié le modèle conversation dans les rapports, où on peut laisser des commentaires, d'avoir l'IA générative qui va venir, le copilote qui va venir fournir cette préanalyse de manière plus proactive et s'éviter en tant que CRO analyste ou en tant que data analyst d'aller tous les jours dans l'application, mais plutôt de recevoir cette information de manière récurrente dans les Microsoft Teams, dans les Slack, pour arriver à être un peu plus proactif et donc ne pas avoir toute cette logique d'analyse préalable qui est nécessaire ou de suivi aussi pour savoir si la campagne a atteint la significativité statique, etc. Donc, plutôt que l'IA et l'automatisation viennent à l'humain plutôt que l'inverse. Et donc ça, ce sont des sujets sur lesquels on travaille ardemment. Il y aura beaucoup d'évolutions en 2024. Voilà. Et donc, merci. On arrive, nous, à la fin de notre présentation. Là, il nous reste 5 minutes pour prendre
prendre quelques questions, sauf si Cécile, tu voulais compléter quelque chose, vas-y. Bah non, merci à vous deux pour cette belle prise de parole. Je suis désolée pour toutes les personnes qui ont rencontré un problème de son. Donc, je prie le nom des personnes. Je vous renverrai directement le replay, même si vous le recevrez automatiquement dans quelques minutes. Je vois qu'Isabelle aussi a mentionné un problème de son. Donc, n'hésitez pas à nous dire qu'on puisse régler le problème. J'ai le support de Livestorm en même temps. Donc, désolée pour ce désagrément. Et je pense qu'on peut passer aux questions. Effectivement, il y a eu beaucoup de questions. On a Sébastien qui nous a demandé quelles recommandations sur les prompts, donc astuces, meilleures pratiques pour avoir des résultats pertinents. Là, ça va être une réponse assez générique, mais si je reprends les exemples sur ma génération de code, de base, en fait, si on va prendre Bard ou ChatGPT, il ne sait pas de quoi on va parler. Donc, il va falloir être précis en lui faisant jouer un rôle. On va lui dire, tu es dev front, tu respectes toutes les bonnes pratiques, réponds de façon la plus concise, sans blabla. Et à partir de là, en fait, déjà, on va le préconfigurer dans l'état d'esprit pour lui dire, OK, je ne veux pas répondre avec 50 lignes de test, mais avec du code extrêmement précis. Et après, il faut savoir ce qu'on veut, être concret et également être un peu directif, parce que justement, parfois, ça peut arriver qu'il soit ce qu'on dirait lazy, un peu flemmard, ou parfois très verbeux. Donc, on va lui dire, non, je veux concrètement utilise la fonction insert before pour répondre à mon cas et me générer mon code de test. Donc voilà, être directif en lui faisant jouer un rôle, c'est déjà les deux bonnes pratiques assez classiques. Ouais, effectivement, le contexte, je valide par rapport à mon expérience, le contexte et être directif. Je me suis pris à dire s'il te plaît, merci à mon IA générative et au final, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, au final, je me suis retrouvé à être un peu plus directif, j'avoue. Donc, c'est des bonnes, exactement. Je confirme ce que tu dis, Pierre-Adrien. Super, merci beaucoup. Je vous propose de cibler les questions qui ont eu le plus de up, comme on peut voter. Donc, n'hésitez pas à voter directement pour qu'on puisse voir les questions qui vous intéressent le plus. Parmi celles-ci, je vois la question de Valentin. Donc, dans l'exemple d'analyse de grandes quantités de données variées, par exemple les verbatim clients, comment s'assurer des résultats de l'intelligence artificielle? Ouais, en fait, de but en blanc, si vous utilisez les modèles, là, en l'occurrence, c'était de l'analyse de sentiments, qui sont disponibles sur les plateformes, effectivement, il y aura une part où il faudra réentraîner, fine-tuner. Mais là, nous, dans nos cas, qui est notre offre, en fait, c'est issu aussi de quelques années de R&D, de fine-tuning. Donc, on sait que maintenant, quand on va donner un contexte et des champs sémantiques à cibler avec notre méthode, on sait qu'on va avoir de fait des bons résultats parce que c'est devenu notre métier. Donc voilà, mais effectivement, il n'y a rien de magique. Il y a de l'entraînement, du ciblage, beaucoup de R&D, et il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir des résultats fiables. Ouais, rien à rajouter là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Nous avons ensuite la question de Raphaël. Donc, dans le cas pratique du comparateur, la source de données est-elle non structurée ou faut-il une source avec des champs bien définis pour obtenir des comparaisons pertinentes? Oui, il faut une donnée structurée quand même de base. Après, là où l'IA générative va pouvoir apporter de la valeur, c'est qu'il va remplir les champs vides, entre guillemets, ou trouver les éléments de comparaison par lui-même. Donc, c'est là qu'on s'appuie sur la grande capacité de synthétisation, d'extrapolation aussi des IA génératives. Mais la donnée de base, elle était structurée, oui. Elle était structurée avec des champs déjà bien définis. En fait, il était là pour plus ou moins boucher les trous, voire extrapoler sur de l'information qui n'était pas nécessairement disponible. Donc, typiquement, par exemple, sur, je sais pas, le poids de la machine à laver qui n'était pas forcément disponible tout le temps, il va lui aller le chercher et le mettre à disposition. Donc, c'est quand même de la donnée structurée en entrée, oui. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je vois que la prochaine question qui était bien remontée, c'est la question d'Irène aussi qui se demandait si Emotions AI était pour tous les types de produits. Plutôt une question pour Jean-Yves. Oui, donc oui, pour tout type de produits, on a une grande diversité de clients. On a plus d'une 50aine de clients aujourd'hui qui l'ont déjà adopté dans des domaines aussi variés que l'assurance, la banque,
mais aussi le retail, le fashion, enfin différentes typologies de produits, pas que des marketplaces, pas que des vendeurs, des e-commerçants monoproduits non plus. Donc oui, ça peut s'adapter à une grande diversité de cas et d'industries, ouais, tout à fait. Je ne sais pas dans lequel vous travaillez, vous, mais j'imagine que ça marchera, oui. Super, merci beaucoup. Et je pense qu'on... j'en profite pour, Jean-Yves, il y avait une autre question de Sébastien qui était: un client peut-il passer du profil intuitif au relationnel selon certaines circonstances? Et comment Emotional AI détecte-t-il ou adapte-t-il la personnalisation à ce moment? Oui, alors. Question que tu aimes bien. Oui, très, très pertinente. Pour l'instant, le modèle Emotions AI va déterminer une catégorie pour un visiteur. Donc, je dirais que jusqu'à aujourd'hui, il rentre dans une catégorie, il n'en sort plus. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a pris le parti aussi de détecter le besoin primaire, c'est-à-dire qu'en gros, tous les visiteurs sont scorés sur l'ensemble des 10 critères, enfin des 10 sous-segments, des 10 besoins, et on va l'associer aux besoins primaires. Donc, de base, un visiteur a toutes les émotions. Simplement, on va détecter le besoin primaire et c'est celui-là qu'on associe au visiteur. On s'ouvre dans le futur éventuellement à historiser cette information et voir si effectivement les profils changent au fil du temps. Les premières études montrent que c'est pas trop le cas. Donc, pour l'instant, on est resté sur ce postulat on garde le profil émotionnel qui est détecté à la première visite finalement, et il reste dans le temps. Mais on s'ouvre effectivement potentiellement à le changer dans certains contextes. Donc, ça répond, je pense, à une partie de la question. Et ensuite, c'est comment adapter la personnalisation. Bon, c'était un peu lié, je crois. Adapter la personnalisation quand il y a un changement. Vu qu'il n'y a pas de changement, on ne change pas la personnalisation. Si vous êtes dans un segment, vous allez recevoir la personnalisation liée à ce segment. Voilà, j'espère que c'est clair. Super. Écoutez, merci à vous. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire car le temps passe. Merci d'avoir été au rendez-vous une nouvelle fois pour ce contenu. On a été ravis de vous accueillir. Encore désolé pour ce petit problème technique. Et puis, on vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. N'hésitez pas, si on peut vous aider, n'hésitez pas à nous renvoyer un petit message, un LinkedIn, quoi que ce soit, si vous avez des questions. Je vois que beaucoup de remerciements. Effectivement, merci Jean-Yves et merci Pierre-Adrien pour votre expertise et votre temps. Avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.